Bien, le nichoir, c'est le plus grand centre de réhabilitation aviaire dans son genre au Canada. Okay? On soigne les oiseaux chanteurs, on soigne ce qu'on appelle les passereaux, puis on soigne aussi les oiseaux aquatiques. Alors, il y a tout ce capital intellectuel-là qui est là. Tu sais, une dame qui a débuté, qui avait un post-PhD dans ce domaine-là. Il y a Sue qui s'est joint à elle, qui a une formation complète en réhabilitation, naturellement spécialisée en réhabilitation aviaire. Alors, on reçoit des oiseaux blessés, on reçoit des oiseaux qui sont orphelins, on reçoit parfois des oiseaux aquatiques, entre autres, qui ont et d'autres oiseaux, mais qui ont subi les effets de problèmes environnementaux, des canards avec de l'huile, etc., etc. Alors, il y a tout l'élément, quand je parle du nichoir, je parle de tout l'élément de réhabilitation qui est dans le fond le côté curatif. Hein? On fait partie de la solution au niveau curatif, mais on sait très bien que le niveau curatif, c'est pas suffisant. Alors, on a aussi le niveau on a tout l'élément éducation qui représente tout le côté prévention de la chose. Alors, à travers nos programmes éducatifs, on vise à éduquer les jeunes et les moins jeunes par rapport aux petits gestes qu'on peut faire pour aider les oiseaux. Mais les oiseaux, c'est un bel indicateur de ce qui se passe dans la nature. Alors, en apprenant à faire des petits gestes pour aider les oiseaux, bien, on a l'environnement dans son ensemble. On redonne le pouvoir aux gens de faire quelque chose. Ben, premièrement, quand j'étais vraiment jeune, probablement comme toutes les petites filles de mon âge, je voulais être vétérinaire. Probablement. Puis après ça, dans le fond, tranquillement, après ça, je voulais être artiste, nanana. Puis la biologie, quand j'étais au cégep, j'ai fait un peu de tout parce que je savais pas dans quoi je m'en allais. Puis biologie, c'est vraiment ce que j'avais vraiment bien aimé. Biologie, les cours de biologie, le corps humain, tout ça. Puis j'ai découvert qu'il y avait un cours que ça s'appelait la biologie de l'environnement parce que l'écosystème, l'environnement, ça m'intéressait beaucoup. Fait que le programme de biologie que j'ai fait, c'est pas la biologie traditionnelle on étudie la microbiologie, ce genre de choses-là. C'est vraiment le cours s'appelle biologie de l'environnement. Puis moi, je me suis spécialisée en faune. Donc, c'est vraiment général sur comment les écosystèmes fonctionnent, comment tout est relié dans les écosystèmes et tout ça. Donc, je l'ai essayé, puis je dis ça va l'air intéressant. C'était en anglais, je voyais ça comme un défi aussi. Je parlais pas vraiment anglais dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer. Puis si j'aime pas ça, je changerai. Puis fait que j'ai vraiment beaucoup aimé le fait biologie. On va dehors, on étudie les animaux, l'éco. C'est vraiment plus le gros de la biologie, si vous voulez, plutôt que plus le micro. Bon, on travaille avec le macro. On travaille avec vraiment tout ce qui est relié, les arbres, les champignons. C'est ça qui m'intéressait vraiment beaucoup. Ben, tu sais, on a toujours fait quand même l'éducation parce que le nichoir, vraiment, notre mission, c'est vraiment la conservation des oiseaux. Fait qu'on l'éducation, ça a toujours fait une partie de ce qu'on fait parce que quand on fait de la réhabilitation, chaque oiseau qui vient, la majorité des oiseaux qu'on reçoit au nichoir, c'est des oiseaux qui ont été impactés par la présence humaine. Donc, chaque personne qui amène un oiseau, c'est une personne qui va être éduquée. On va leur apprendre, bon, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire à la maison pour éviter que ça se reproduise, pour aider les oiseaux. Donc, ça a toujours vraiment fait partie de ce qu'on est. Puis, dans le fond, quand moi j'étais engagée, ben, c'était parce que il y avait déjà fait des programmes éducatifs un peu avec les jeunes, tout ça, mais il y avait rien vraiment d'officiel, d'en place, puis que c'était vraiment là. Puis j'étais engagée pour vraiment faire ça, là, développer les programmes, puis mettre quelque chose en place plus standard, si vous voulez. Puis fait que c'est ça, j'ai commencé plus vraiment à développer, mais ça a toujours été sur la base de ça a toujours été là. Parce que chaque personne qui amène un oiseau, ben, c'est une personne pour qui les oiseaux sont importants, qui veut les aider, qui veut les protéger. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on va atteindre à faire la conservation des oiseaux. C'est vraiment que chaque personne fasse leur petit geste à la maison. Donc, chaque personne qui vient est une personne qui va peut-être faire des petits gestes. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour ça que je fais de l'éducation. C'est vraiment de l'éducation de tout. C'est les enfants, c'est les adultes, c'est les kiosques, c'est les gens, les personnes âgées. C'est vraiment de l'éducation un peu partout.
juste vraiment parler aux gens, leur faire découvrir, juste comme je disais, les oiseaux, quand on les découvre, c'est super fascinant. Puis c'est vraiment faire découvrir aux gens, un, ce monde-là, puis deux, leur donner comme l'envie de, si je fais une petite chose comme ça à la maison, si je mets des points dans mes fenêtres, mais peut-être que ça va aider à ce qu'il y ait moins d'oiseaux qui se frappent dans les fenêtres, garder son chat à l'intérieur, ce genre de choses-là. Chaque petite action fait une différence. Puis chaque personne qui fait la petite action, c'est une personne qui a été éduquée. Donc, c'est ça. Tout est lié un petit peu. Ouais. C'est très charismatique. On parle d'animaux de la faune. Souvent, les gens vont penser des gros caribous, des loups. C'est très représentatif. C'est du milieu naturel. Mais puis les oiseaux, avant qu'on commence à apprendre vraiment plus d'avantages dessus, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux pour beaucoup de gens. On se dit, on fait de l'observation d'oiseaux, puis ben vous devez avoir qu'une dizaine d'espèces. Non. Au Québec, on a vraiment une grosse diversité d'espèces d'oiseaux, même en ville, dans les milieux urbains. Donc, c'est assez fascinant. Et c'est des animaux qui sont qui sont pas limités par rapport au territoire non plus. Donc, c'est des oiseaux, ça voyage beaucoup, ils migrent. On a beaucoup d'oiseaux migrateurs au Québec. Donc, c'est des animaux qui traversent beaucoup de régions, beaucoup d'espace spatial aussi. Donc, au niveau des pays, ils vont passer à travers différents pays. Donc, c'est intéressant de voir des oiseaux qu'on a ici durant l'été se retrouver en Amérique du Sud, en Amérique centrale durant l'hiver. Donc, c'est fascinant et le plus qu'on apprend dessus, le plus intéressant c'est. Puis la réhabilitation aussi en tant que telle, c'est très différent que juste étudier les oiseaux, par exemple, dans un milieu de recherche. Donc, la réhabilitation, c'est un petit peu plus, on fait face un petit peu plus aux enjeux humains. Donc, on reçoit beaucoup de cas par rapport à des raisons et des facteurs humains. Donc, c'est sûr que ça vient chercher, c'est un petit peu plus actuel, et c'est un petit peu moins abstrait. Souvent, on parle de recherche, des fois, on va parler d'espèces en déclin. Donc, on se dit, ça s'applique pas vraiment ici, ou que ça se passe pas dans la cour, donc c'est moins. Des fois, il y a des gens qui sont un petit peu moins concernés, mais quand on parle de réhabilitation, souvent c'est des causes vraiment des facteurs, c'est dû à des facteurs humains. Il y a oui des enjeux environnementaux, mais il y a beaucoup de facteurs humains qui rentrent là-dedans. En fait, nos journées sont dépendent des saisons. Donc, c'est sûr, durant l'été, c'est vraiment plus une journée qu'on dit typique. C'est durant l'été parce que c'est vraiment notre saison haute. Donc, c'est plus représentatif de de la réhabilitation en tant que telle. Donc, c'est là qu'on reçoit le plus d'oiseaux. C'est là qu'on reçoit des oiseaux blessés, qu'on reçoit des oiseaux orphelins, des oisillons orphelins, ou des oisillons blessés ou qui ont été abandonnés par leurs parents. Donc, pour différentes causes. Donc, une journée typiquement pour nous commence très tôt le matin. Donc, généralement à 7h30 le matin. Car on nourrit les oisillons du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. C'est sûr que pour les admissions en tant que telles, on n'est que ouvert durant certaines heures durant la journée. Mais on reste quand même très tard le soir pour continuer à nourrir les oisillons. Pour la charge d'admission, c'est sûr que quand quelqu'un nous apporte un oiseau, on fait d'abord un examen physique sur l'oiseau. Donc, il y a un processus de triage. On fait un examen complet physique sur l'état de santé de l'oiseau. Est-ce qu'il a des blessures, des maladies? Donc, c'est quoi la cause qui a été apportée ici? Souvent, c'est sûr que si les gens savent ce qui est arrivé à l'oiseau, c'est sûr que l'information nous est utile, car avec des oiseaux sauvages, on n'a pas toujours un suivi médical comme chez les animaux domestiques. Donc, on peut examiner l'oiseau et dépendamment des blessures, des symptômes qu'il présente, on peut prendre des hypothèses de ce qui est arrivé à l'oiseau. Donc, il y a certains signes très typiques qui mèneraient à la conclusion que ce serait un résultat de collision ou ce serait un résultat d'une attaque de chat. Mais à moins que la personne ait vu le fait arriver, on peut pas dire à 100% certainement c'est ça qui est arrivé. On va surtout traiter les symptômes aussi. Donc, évidemment, si l'oiseau est blessé, a besoin de soins, là, dépendamment de l'âge de l'oiseau, il va être placé dans différentes salles. Et toujours les oiseaux qui sont un petit peu plus en détresse ou blessés ou trop jeunes vont commencer à l'intérieur. Donc, les oiseaux, une fois qu'ils ont passé à travers le stade de convalescence au niveau physique, donc s'ils sont arrivés avec des blessures ou des maladies, une fois qu'ils ont terminé leur convalescence à l'intérieur, là, c'est sûr que l'extérieur dans les volières, c'est plus la phase physiothérapie, si on veut. Donc,
l'extérieur, les volières, on permet plus d'espace aux oiseaux. Donc, c'est là qu'ils vont vraiment développer leurs muscles, leur endurance également pour le vol. Donc, c'est vraiment un petit peu comme faire la physiothérapie pour les humains. Donc, c'est après la convalescence, là, on commence à s'assurer que l'oiseau est en assez bon état pour survivre à l'extérieur, pour voler, pratiquer son vol, surtout pour un oiseau qui est arrivé avec une blessure à l'aile. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. We'll go there and get ready. Yeah, perfect. Okay, thank you. L'histoire, ça a commencé avec une dame qui s'appelle Lynn Miller, qui a une formation, un post-PhD en réhabilitation animale. C'est une dame qui enseignait à l'Université McGill et qui enseignait entre autres au campus McDonald. Et elle a commencé à prendre des oiseaux blessés chez elle. Et ces oiseaux blessés-là, elle les soignait. Elle avait toutes les qualifications et plus pour le faire, puis elle les remettait en liberté. À un moment donné, ça a pris de l'ampleur. Là, les gens à Hudson, c'est une petite communauté, ont su qu'elle faisait ça, lui amenait des oiseaux. Elle a reçu de plus en plus d'oiseaux, à un point tel où, à un moment donné, elle a eu un petit problème de santé et elle a dû s'absenter. Elle a dû amener plein de bénévoles autour d'elle. Donc, il y a une communauté de bénévoles qui se sont créés. Mais tout ça, ça se passait dans sa maison. Et à un moment donné, dans une maison, ça devient compliqué. Et il y avait les oiseaux, il y avait la communauté d'aidants autour d'elle. Il y a des dames, la famille Clark Sydenham, qui étaient propriétaires des terrains ici, qui ont offert à Mme Miller la grange qui est derrière nous pour très peu, là, pour qu'elle ait accès à la grange et elle l'utilise tous les ans. Alors, le nichoir a été pendant plus de 20 ans dans la grange qui appartenait à la famille Clark Sydenham, qui est derrière nous. Et elle a continué sa mission de aider les oiseaux sauvages, sa mission de conservation. À travers ces années-là, le nichoir a été incorporé en 1996, puis c'est Mme Lynn Miller qui a vraiment créé tout ça. Et là, c'est ajouté du personnel à elle. Entre autres, il y a Sue Willie, qui est encore ici avec nous, qui est ici depuis plus de 17 ans, qui a été présidente de l'Association internationale de réhabilitation animale. Donc, il y a beaucoup de capital intellectuel qui ont créé le nichoir puis qui est encore ici, qui est ici présent au nichoir. Bien, c'est sûr que dans la région, on est quand même unique. En fait, de réhabilitation, gros centre, il y en a un sur la Rive-Sud qui s'occupe des oiseaux de proie. Puis à part ça, au Québec, on n'est pas beaucoup, là. Il y a quelqu'un à Ottawa qui est pas vraiment au Québec. Il y a quelqu'un à Québec. Puis c'est pas mal ça. Là. Les autres centres, c'est les plus petits centres, c'est les centres qui des fois sont ouverts. Malheureusement, des fois, ils peuvent pas prendre d'animaux. Donc, en fait, de centres plus formés, officiels, on est assez rare. Fait que ça fait quand même, c'est quand même intéressant. Puis aussi le fait que le nichoir en tant que tel, c'est quand même, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis aussi en partie, comme je dis, je suis la deuxième personne qui ça fait le plus longtemps qui est au nichoir. Fait que j'ai vraiment vu le nichoir grandir jusqu'à la bâtisse ici. Là, la bâtisse, ça fait juste 2 ans et demi qu'elle est là. Avant, on travaillait dans une vieille grange de 200 ans, puis on s'arrangeait avec ce qu'on avait. Fait que juste de voir à quel point l'organisme grandit, puis c'est vraiment stimulant parce que t'es en partie un petit peu, tu fais partie de la croissance de la place en même temps, puis tout ça. Moi, on m'a amené ici pour faire du développement parce que oui, pour qu'on puisse vivre et demeurer en santé, maintenant on a un beau centre. Ça nous permet non plus d'être dans le sous-sol de la présidente du conseil d'administration ou d'un des bénévoles pendant l'hiver, hein, parce qu'être dans une grange l'hiver, c'est impossible. Mais cet édifice-là, ça nous permet de faire bien des choses, mais il faut qu'on chauffe. Il y a de l'électricité, il
Comme dans tout organisme, ben, le personnel, les gens ici sont très dédiés. Ils sont ici parce qu'ils ont vraiment la passion de la conservation, parce qu'ils ont vraiment la passion d'offrir de leur temps à une cause qui répond à un besoin au niveau environnemental, puis parce qu'ils sont, sont très engagés. Cependant, il faut les payer. Et il n'y a personne, c'est comme dans tout organisme, comme dans aussi n'importe quelle entreprise, même si les gens sont payés de façon très raisonnable, je vais dire, là, OK? C'est quand même une bonne part des dépenses. On est très, très conservateur, mais il faut... Oui, c'est un stress. Puis les gens sont sollicités par plein de bonnes causes. Hein. Il y a les aînés, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des soins palliatifs, l'art aussi, c'est important. Il y a plein de belles causes. Alors pourquoi les gens ou les corporations, les fondations investiraient en nous? Ben écoute, on a la vision, nous, d'un monde où la nature sauvage et puis les humains cohabitent mieux. Je pense qu'à travers les oiseaux, il y a plein de messages importants qu'on peut donner beaucoup plus facilement au public. Et puis je pense qu'on est à un tournant au niveau environnemental où des gens qui œuvrent dans un secteur comme le nôtre ont un message important puis ont quelque chose à donner. Puis c'est pour ça qu'on est là avant tout. Comme je dis, c'est ça, basé sur ça, on a développé des trucs pour éduquer vraiment les enfants, les adultes. Donc, on a fait des conférences, on fait des programmes. Donc, c'est vraiment tout, encore une fois, basé sur ça. Puis mais encore une fois, c'est là, on va dans les écoles, on amène du matériel, on fait ça un peu plus comme une découverte, un jeu pour, encore une fois, c'est ça, créer juste le désir, tout ça. Donc, oui, on fait quelques différents programmes pour différents âges. On a des programmes qui vont jusqu'à 4 ans. Puis après ça, encore une fois, on va jusqu'à personnes âgées. J'étais dans des résidences de personnes âgées puis qui étaient tout aussi intéressés qu'un enfant de 5, 6, 7 ans. Il n'y a pas d'âge pour aimer les oiseaux. Là. Fait que c'est vraiment, c'est ça, un peu de tout. Soit ça peut être une conférence, mais ça peut être aussi, maintenant on a des kiosques. On a plus, j'ai bâti aussi un petit peu plus une des choses avec des bénévoles, le kit de kiosque. Donc les kiosques encore plus, on essaie de donner encore plus d'éducation, des feuillets d'information, ce genre de choses-là. Donc vraiment que chaque truc d'éducation qu'on fait ait le plus d'impact possible. Ouais. Durant l'été, pourquoi on dit que c'est notre période la plus occupée? C'est les oisillons. Donc, lorsqu'on reçoit des oisillons, dépendamment de leur âge, c'est sûr qu'eux ne sont pas encore autonomes de se nourrir par eux-mêmes. Donc, on doit continuer à les supplémenter par la main, à les nourrir à la main. Et dépendamment de leur âge, certains oisillons ont besoin d'être nourris à chaque 15 à 20 minutes. Ça, c'est on parle des plus jeunes. Jusqu'à... Là, on va augmenter l'intervalle progressivement. Donc, il est un petit peu plus vieux, ça va être aux 30 minutes. Pour d'autres, ça va être aux 45, 50, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça, si on part pour un oisillon. Donc, on multiplie ça en ce moment, je pense qu'on a environ 250 oiseaux sur le site. Donc, ça en fait beaucoup et ça roule tout le temps. Et c'est très important pour nous de respecter justement l'intervalle à laquelle ils sont nourris. Donc, les oiseaux ne sont jamais nourris en retard car ça influence vraiment la nutrition que l'oiseau reçoit. Donc, l'oisillon, s'il ne reçoit pas le nombre de calories qu'il lui faut par jour, ça veut dire qu'il va être en carence nutritionnelle aussi. Donc, pour un oisillon en croissance, c'est extrêmement important. On peut souvent faire la comparaison entre une journée pour un oisillon, c'est l'équivalent environ 1 an pour un enfant humain. Donc, les oiseaux grandissent à un rythme assez impressionnant et c'est pour ça que la nutrition joue un rôle très, très, très important là-dedans aussi. On adresse vraiment le côté prévention avec les programmes d'éducation. On adresse aussi le côté curatif avec les programmes de soins aviaires. Notre vision, nous, c'est un monde où les humains et les oiseaux et la nature sauvage cohabitent en harmonie.
Hein? Par conséquent, où l'environnement est plus sain, puis nos programmes d'éducation, ben, c'est de partager, puis de donner les petits gestes, puis de permettre aux gens de se redonner le pouvoir de faire quelque chose par rapport à l'environnement à travers l'amour des oiseaux, puis naturellement l'amour de la nature. Les programmes de réhabilitation, puis mes collègues t'en parleront. Écoute, c'est un acte de... Je parle d'amour, là. C'est un acte d'amour de prendre un oisillon, puis de... Tu sais, ces oisillons-là doivent être nourris aux 15 minutes, mais là, on en a des centaines présentement. OK? Ou des oiseaux qui ont été blessés. On a des partenaires avec des cliniques vétérinaires qui nous aident. C'est très honorable de faire ça, puis c'est fait vraiment parce qu'on veut contribuer au niveau de la conservation, puis parce que c'est un geste qui montre qu'on veut être attentif à la nature. Mais je pense que le côté curatif n'est pas suffisant. C'est vraiment important qu'on mette de plus en plus de l'avant nos programmes d'éducation. Puis je pense que c'est là où le public a envie aussi encore plus d'embarquer avec nous. À une époque où c'est ça, il y a des jeunes, des jeunes, on entend tous les jours maintenant des mauvaises nouvelles par rapport à l'environnement. Fait que nous, on offre une plateforme où les gens peuvent se joindre à nous pour faire partie de la solution. Ici, on soit environ une centaine d'oiseaux, une centaine d'espèces d'oiseaux différentes. Donc, c'est sûr que chacun des espèces possède des besoins spécifiques. Donc, au niveau de la diète, c'est très important pour nous de respecter la diète naturelle de chaque espèce. Donc, les oiseaux insectivores, granivores, fructivores, piscivores. Donc, tous ces oiseaux-là doivent avoir une diète appropriée pour leur espèce, mais aussi pour le stade de leur vie. Donc, pour un oisillon, ils ont besoin d'une diète un peu plus spécifique. Donc, certains oiseaux vont changer leur diète pour des oisillons ou des oiseaux adultes. Donc, même à l'état sauvage, il y a certains oiseaux qui sont granivores, vont par exemple nourrir leurs oisillons avec beaucoup plus d'insectes quand ils sont jeunes. Donc, c'est sûr que pour nous, il faut d'abord identifier c'est quelle espèce avec laquelle on travaille et faire des ajustements au niveau nutritionnel, mais aussi au niveau de l'environnement dans lequel l'oiseau est gardé. Donc, on veut s'assurer que l'oiseau soit dans un environnement approprié pour lui. Donc, un oiseau qui a besoin de se percher dans des branches, on va effectivement mettre de la verdure dans la volière ou dans les cages, mettre des perchoirs pour que l'oiseau justement puisse se percher. Pour un oiseau aquatique, lorsque c'est possible, on va toujours les héberger sur l'eau ou avec un accès à l'eau, dépendamment encore une fois de l'espèce. Donc, on veut toujours s'assurer, on imite un petit peu leur milieu naturel au maximum, si on veut, tout en respectant les limites de leurs blessures. Donc, c'est sûr que si on a besoin de limiter leur mouvement à cause d'une blessure, c'est sûr qu'au début, on va prendre ça un peu plus, on va prendre ça un petit peu plus consciemment. Donc, c'est... Oui, c'est honorable de réhabiliter les oiseaux, mais l'impact de réhabiliter, même si on réhabilitait tous les oiseaux sauvages qui nous arrivent ici, l'impact environnemental est là, mais il est quand même minime. En même temps, l'impact qu'on a, c'est que en faisant le travail de réhabilitation qu'on fait, on contribue aussi à certaines recherches. Hein? On a des partenaires, on travaille avec l'Université McGill, avec le campus McDonald, on est en contact avec l'Université Cornell. On contribue à quelque chose de plus grand. Ça, c'est au niveau de la réhabilitation. Et on est en train de faire une étude d'impact. On collabore avec l'Université McGill pour cette étude d'impact-là par rapport à nos programmes d'éducation. Et c'est là où, au niveau du public, encore une fois, puis au niveau des entreprises, quand je leur dis, dans la vie d'un jeune, d'être passé par nos programmes, ça fait qu'il se sent qu'il y a plus de pouvoir sur ce qu'il peut faire pour aider l'environnement puis aider son futur. Hein? On fait ça, nous, pour les générations futures, mais on redonne le pouvoir à ces générations-là. Fait qu'on est en train de faire une étude d'impact où je vais pouvoir avoir une recherche. Je vais avoir les résultats là, bientôt. Une recherche empirique qui dit, ben voici
au niveau des comportements, ce que ça fait pour les jeunes, au niveau des attitudes, puis c'est quoi les pourcentages de ces jeunes-là qui sortent d'ici, puis pour qui veulent entreprendre une démarche. On a déjà fait des entrevues d'enseignants. Hein? On a bâti cette étude d'impact-là avec l'Université McGill, donc ça va être des résultats qui sont très valables. Puis de la part des enseignants, les hypothèses, c'était ça. C'est que quand des jeunes ont passé à travers nos programmes, les enseignants voient les changements. Ils voient que les jeunes sont plus intéressés. Ils voient que les jeunes deviennent plus des ambassadeurs de la nature. Ben, je pense qu'on en a tous besoin, tu sais, d'encourager nous-mêmes et les jeunes de sortir de ça pour s'en aller vers la beauté, créer un intérêt pour la nature, puis de l'intérêt, une passion, puis une envie de s'engager. Moi, mon background, c'est la biologie. Donc, moi, je sais que tout est connecté. Si on aide les oiseaux, on protège l'habitat, on protège les insectes, on protège les mêmes. Fait que vraiment, tout est relié. Donc, l'environnement, c'est un tout. Tu peux pas protéger juste une partie de l'environnement sans protéger le reste. Parce qu'en en protégeant une, tu protèges le reste, mais aussi, il faut que tu protèges le reste pour en protéger une. Fait que c'est vraiment comme un cycle, c'est ça, exactement. Donc, les oiseaux, c'est une partie de l'environnement. Nous, on se focus sur les oiseaux comme, oui, une porte d'entrée pour dire, regarde, en protégeant les oiseaux, on protège de tout. Puis protéger, puis les choses qu'on fait à la maison qui sont, des fois, on pense pas le lien qu'il y a à l'oiseau, mais les changements climatiques ont des liens sur les oiseaux, les pesticides, ça fait disparaître les insectes, qu'il y a des effets sur les oiseaux. Donc, même les choses qui, des fois, on dit, ben, ça n'allait pas, les oiseaux, juste le fait de beaucoup de choses qu'on entend pour l'environnement, le recyclage, ben, le fait de réduire nos déchets, de s'assurer qu'il y ait moins de déchets dans l'environnement, ben, ça affecte les oiseaux aussi. On a déjà eu des oiseaux qui étaient coincés dans des déchets, qui avaient mangé des déchets, ce genre de choses-là. Donc, ça veut pas, là, tout, comme encore une fois, tout est relié, là. Tout ce qu'on fait, malheureusement, a un effet sur la faune, les oiseaux, l'environnement. Les oiseaux sont accessibles. OK? Que tu aies 95 ans, que tu sois en chaise roulante, ou que tu aies 10 ans, puis que tu cours partout, puis tu aies toutes tes habiletés, ou que tu sois un jeune qui a un problème de déficit d'attention, ou une personne, peu importe les habiletés physiques, peu importe les habiletés cognitives, le nombre de gens qui me disent, puis encore hier, je donnais un cours à l'Université Concordia avec un groupe d'aînés, puis les dames me disaient « Ah, mais ça me fait tellement plaisir quand ils viennent manger sur mon balcon. » Les gens connectent avec les oiseaux, peu importe leur habileté. Fait que c'est une façon facile et accessible de connecter les gens avec la nature, peu importe ce qui se passe avec eux, peu importe quel stade de vie ils sont. Les oiseaux sont partout.